Dans une époque où la création musicale semble facile et accessible à tous, notamment grâce à la digitalisation des supports de création, il est important de mettre en lumière les artistes indépendants qui ne profitent pas d'une grande diffusion médiatique et qui se battent au quotidien pour partager leur création dite artisanale. Pour cette vidéo, nous avons eu la chance de partir à la rencontre de nombreux artistes, certains en cours de développement et d'autres avec plus de 30 ans de carrière. Laurent Québous, chanteur de groupe bordelais Les Hurlements de Léo, de Tandem et de Télégramme, nous a fait le plaisir de participer à ce documentaire. Vous aurez également l'occasion d'entendre Elias, un artiste qui nous vient tout droit des Comores et que nous avons rencontré lors d'une résidence au Rocher de Palmer de ce nom. Pour finir en beauté, direction Toulouse, afin de rencontrer Gambit, un musicien avec un parcours hors du commun. Vous êtes invités à travers ce documentaire à partir avec nous à la découverte des artisans de la musique. Pour cette première rencontre, direction l'Accordeur à Saint-Denis-de-Pile, afin de vous faire découvrir un artiste qui parcourt les scènes de France et d'ailleurs depuis plus de 30 ans déjà. Laurent Québous, fondateur du groupe de rock Les Hurlements de Léo en 1996, il est également membre de Télégramme et plus récemment du quatuor Tandem. Bonjour, je suis Laurent Québous, je suis musicien, auteur, chanteur et guitariste. J'ai monté un groupe en 1995 qui s'appelle Les Hurlements de Léo, avec mon ami d'enfance qui s'appelle Erwan Naour. Ça fait 30 ans que je fais de la musique et 25 ans que je vis par et pour la musique. Voilà. J'ai voyagé dans 38 pays grâce et avec la musique. J'ai sorti et produit et réalisé environ 30 albums. Et j'ai fait à peu près, je pense, dans ma vie, 3000 concerts. Je suis donc un passionné de musique. Il ne faut pleurer en silence. Les culottes courtes. Alors oui, je me considère comme un artisan de la musique parce que depuis le départ, quand on a commencé en 95, on a trouvé des alternatives pour pouvoir exister. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup produit dans les bars, dans les rues, sur les marchés, dans les anniversaires, en fait, dans tous les endroits où on pouvait jouer. Et quand on a dû enregistrer notre premier album, on a compris en fait qu'il fallait qu'on ait une indépendance, puisque à l'époque, les majors et les maisons de disques ne voulaient pas forcément entendre parler de nous. Mais malgré tout, on a sorti notre premier album en 98, qui a été un succès d'estime, et les gens l'ont acheté, beaucoup. Et cet album s'appelle Le Café de Jours Heureux, cet album est disque d'or aujourd'hui. Et en fait, les médias n'ont pas forcément parlé beaucoup de nous, mais on a su fédérer un public en fait. Et sans ces gens-là, je ne serais pas en train de discuter avec toi aujourd'hui déjà, et ça ferait pas 25 ans que ça dure en fait. Et l'avantage que nous, on a eu à l'époque où on a commencé, c'est d'avoir ce public-là avec nous en fait, qui nous a suivis à chaque fois, qui était là au rendez-vous, qui achetait nos albums en fait, et qui nous a permis d'avoir une existence. Voilà, on a inventé pas mal de choses, on est parti avec les Ogres de Barbac, on a acheté des chapiteaux, on est parti en Europe pendant 6 mois, on était 40 sur la route. C'est-à-dire qu'on avait notre propre salle de spectacle pour faire notre propre diffusion de nos propres morceaux qui étaient distribués par nos propres labels en fait. Donc c'est quand même un pied de nez extraordinaire à l'industrie musicale. Donc ensuite après on a travaillé notre artisanat en étant toujours producteur de notre musique et en allant trouver juste des maisons de disques pour pouvoir la distribuer, c'est-à-dire la mettre dans des magasins en fait. Voilà, pour que notre public puisse aller l'acheter, quoi. Voilà, et la trouver en magasin. Aimerait nous faire boire la tasse, noyer l'amour. Alors, la digitalisation de la musique, telle que tu m'en parles, c'est pas un ennemi. Je veux dire, maintenant, avec les logiciels, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se produisent juste avec une pomme sur scène, quoi, un Macintosh. Ils font tourner des bandes. Leur projet Pro Tools, c'est qu'ils chantent par-dessus. Moi, c'est pas trop le genre de spectacle que j'aime aller voir. Mais je comprends que des gens aient envie de le faire. Leurs prods, elles sont super bien léchées en général en plus. Matériel sonore, je préfère l'utiliser
dans la musique avec des musiciens et des musiciennes qui vont jouer des instruments, tu vois. Mais pour moi, c'est pas antinomique. Je pense que la musique d'aujourd'hui a tellement évolué qu'il faut l'utiliser. En revanche, je suis quand même pour que ça soit mixé avec des êtres humains, en fait. Parce que sinon, enfin voilà, on risque de perdre quelque chose. Pour poursuivre notre documentaire, rendez-vous au Rocher de Palmer afin de découvrir l'univers d'Elias, un artiste qui nous vient tout droit des Comores. Son projet met en avant divers styles musicaux émanant de l'océan Indien. Il mélange musique populaire et festive en y apportant sa touche personnelle aux influences blues rock. Sur scène, la guitare rock d'Elias est accompagnée de la batterie puissante de Fred Girard et de la basse de Jérémy Hortal. Alors, bonjour, moi c'est Elias, je suis auteur-compositeur-interprète, je joue la guitare principalement. Je fais du zangoma. Zangoma, c'est un mélange de rythme traditionnel des Comores et de l'océan Indien en général, mélange avec du blues, du rock. Là, je suis à Bordeaux depuis 7-8 ans. J'ai un trio avec guitare, basse, batterie. On a sorti un album qui s'appelle A Money Way chez Soulbeat Records. On ne sait plus il y a combien de temps déjà, entre confinement, on ne sait plus, il y a 3 ans, 2019. Et donc là, on est en plein mix pour le prochain album qui sortira bientôt. Moi, je me considère comme un artisan de la musique. Parce qu'on est pauvre déjà. Fabriquer les chansons, les composer, les travailler, les répéter, le moins de machines, même si on essaie d'avoir un pied aussi là-dedans. Oui, artisan aussi, parce qu'on est toujours dans le circuit où tu vas chercher un petit bar, tu vas chercher un petit resto, tu vas chercher un festival pour construire ton chemin. Comme un couturier, on va dire, on va prendre un petit bout, plus un petit bout, plus un petit bout, plus un petit bout, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus construit de plus en plus. C'est très très bien, comme c'est très très pas bien. En fait, c'est un équilibre qu'il faut trouver. C'est comme tout, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau, ça bouscule les habitudes. Il faut s'y mettre. Dans le il faut, c'est pas du 100%. Je ne pense pas qu'il faut tout mettre à la poubelle et suivre ce chemin-là. Parce que je pense aussi qu'il y a des effets de mode. Et je pense qu'à un moment, peut-être qu'on va revenir à l'ancienne, peut-être que ça ne sera pas nous, ça sera une autre génération. Aujourd'hui, on n'a pas, on va dire, on ne se donne pas le choix, pour ne pas dire on n'a pas le choix. On ne se donne pas le choix parce que du coup, ça complexifie les choses. Donc c'est pour cela qu'on met aussi un pied là-dedans. Pour cette dernière rencontre, direction Toulouse, dans l'univers reggae dub de Gambit. Collaborateur de Manu Chao, il a également une carrière plutôt incroyable en solo et avec d'autres artistes. Je me présente, je m'appelle Jean-Michel Dircourt, aka Gambit, bassiste de métier, contrebassiste. J'ai joué avec plusieurs groupes dans ma vie. Le premier s'appelait les Sgeg Boogie Boys, le deuxième s'appelait les Hellscratch, le troisième s'appelait les French Lovers. Les quatrièmes, ils s'appelaient Radio Bemba, l'Aventura, etc., etc., etc. Depuis que j'ai commencé à faire de la musique, ça fait à peu près 35 ans, peut-être un peu plus, un peu moins, ça m'étonnerait, non, je pense que 35 ans par là. J'ai pas mal tourné en vérité, j'ai commencé à jouer dans la rue avec mon premier groupe. Beaucoup de rues avec le premier, beaucoup de rues avec le deuxième, beaucoup de rues avec le troisième. Et aussi des concerts de temps en temps.
Et qu'est-ce que je pourrais raconter? Non, j'ai fait beaucoup de rues, mais beaucoup de concerts aussi, oui, avec plein de groupes respectifs. Et là où j'ai vraiment commencé à tourner à fond la caisse, c'était avec les French Lovers, à partir des années 89, 90. Pas mal de voyages dans le Benelux, le Québec, la France, et puis un peu tous les pays frontaliers. Après, j'ai commencé à travailler avec Manu aussi. Fin de la Mano Negra, 93-94, et on a commencé à tourner un peu partout, Amérique du Sud, États-Unis, Canada, beaucoup d'Europe, la Russie, l'Australie. Bref, j'ai fait, je crois qu'on s'est pas mal baladé quoi. Oui, je me considère comme un artisan de la musique parce que, enfin, pas seulement moi, je crois que tous les musiciens, que tu commences ou que tu commences pas, quand tu veux faire vraiment ce métier-là, tu es toujours obligé de bricoler, tu es toujours obligé de trouver des solutions parce que c'est pas si facile que ça, la musique. Hein. Tout le monde croit que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Et que ça soit en composition, que ça soit en arrangement, que ça soit en quoi que ce soit dans la musique, on est des artisans bien sûr, et un artisan pour arriver à être bon, il faut qu'il travaille tous les jours, beaucoup d'heures, et la musique en l'occurrence c'est ce que ça demande, beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures de concentration, beaucoup de choses qu'on est obligé de chercher justement pour, à chaque fois il y a toujours des petits soucis ou des petits problèmes à régler, donc et oui, on est des artisans. Moi, en tous les cas, j'en suis un et je sais que tous les gens qui sont autour de moi, on est tous des artisans parce que la musique, c'est ça. Ça peut pas s'inventer, ça peut pas se fabriquer, on peut pas être musicien comme ça du jour au lendemain, on peut pas être producteur du jour au lendemain, on peut pas être tout ça du jour au lendemain, quoi. Ça nécessite des connaissances, ça nécessite de l'expérience, etc., etc., etc. Mais moi, je pense que oui, on est tous quelque part des artisans dans ce métier-là. La digitalisation, pour moi, c'est un outil de travail. Pour d'autres, je ne sais pas, mais en tous les cas, je parle pour moi, en l'occurrence, tout ce qui est logiciel, tout ça, moi, je les ai utilisés. Moi, j'arrive de génération où justement ça n'existait pas. Et on est arrivé là-dedans et on les a utilisés comme c'est vraiment un super outil de travail. Enfin, en tous les cas, pour moi, je parle toujours pour moi, hein, pour les autres, je ne sais pas, mais c'est des super outils de travail, quoi. C'est comme le téléphone. Hein. Le téléphone, moi je suis pas devant TikTok, quoi. Le téléphone c'est un outil de travail. Un ordinateur avec un software c'est un outil de travail. Tout ça c'est des outils de travail. Donc pour moi c'est une super avancée la technologie. Après je sais pas comment chacun le voit, mais en tous les cas moi je sais que c'est quelque chose qui nous a rendu la vie beaucoup plus facile, c'est vrai, d'un côté. Mais pas si facile que ça parce qu'il a fallu apprendre. La technologie a ses petits problèmes aussi, donc tout à l'heure on parlait de l'artisanat, quand on se met là-dedans, il faut aussi faire des recherches, il faut aussi étudier, il faut aussi apprendre la théorie, ça se fait pas comme ça non plus du jour au lendemain, quoi. Mais je parle encore une fois pour moi, je pense que c'est des beaux outils de travail. Tout dépend de comment chacun l'utilise, quoi. Voilà, moi en tous les cas, pour moi c'est un grand pas. Pour conclure, nous aimerions remercier ces 3 artistes d'avoir participé à notre documentaire. Ayant chacun un parcours et une carrière complètement différentes, ils ont donné leur vision de l'artisanat. Nous constatons qu'ils ont bien une opinion commune pour une passion commune, la musique.